Alors rebonjour pour cette dernière séquence de la journée. Merci d'être resté avec ces chaleurs un peu extrêmes aujourd'hui. Mais vous allez voir, ça en vaut la peine parce que, je l'ai dit, tout ce matin, on a essayé de porter un nouveau regard sur le vieillissement, y voir un bel âge. Et cet après-midi, trouver justement comment adresser ces nouveaux enjeux. Ce sont les enjeux du bien vieillir, comment adapter les accompagnements, on l'a vu, comment trouver une nouvelle collaboration au niveau de l'offre. Et vous allez le voir à travers ces prix, c'est aussi des clés pour penser le bien vieillir qu'on va voir, c'est celle de l'innovation. Comment innover à l'échelle de vos structures? Comment innover à l'échelle de vos établissements pour mettre en place des initiatives qui vont accompagner justement ces enjeux du bien vieillir? Vous allez voir, ce sont des initiatives belles, ce sont des initiatives partagées, qui ont de l'audace et qui ont de l'enthousiasme, véritablement les unes et les autres. On va les découvrir ensemble pour ces prix GMF Une API et les 3 prix qui vont être remis par les remettants habituels du prix GMF Une API. Je les appelle sur scène. Luc Gâteau, André-Louis Caillé, Florence Perret nous retrouvent sous vos applaudissements, Nori. Là, on fait de la cuisine. Alors, plutôt peut-être du côté des manches de vous. C'est là. Là, on fait de la cuisine. Ah oui. On fait des gâteaux. Un gâteau de quoi? Au yaourt et au chocolat. On les met où les couverts? On les met là? Ou tu préfères les avoir là? Sur la table. Sur la table, là? Qu'est-ce que vous faites? La peinture, des perles, des bracelets, des colliers. Il est fou. Tatou est fou, tatou. Le sang de espion. Et on se retire. Hier, on est allé au McDo. Moi, j'ai mangé une glace et bu un café. On peut les applaudir, Nathalie, Loïc, Josiane qui nous ont accompagnés tout au long de la journée et Marion qui a été là pour les filmer. On peut les applaudir encore une fois très fort. Et donc avec nous nos habitués, si je puis dire, de ces prix GMF, Luc Gâteau, André-Louis Lecaille, directeur des partenariats de la GMF. Je vous laisse peut-être en quelques mots nous parler de l'esprit et des valeurs de ces prix GMF Une API. Merci. Je serai moins long que ce matin, rassurez-vous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la remise du prix Une API GMF 2025. Et voilà maintenant 8 ans que nous avons pris l'habitude de nous retrouver chaque année au moment du congrès pour mettre en lumière et récompenser des projets remarquables portés par les associations de notre réseau. Cette nouvelle édition, comme les précédentes, a été menée en étroite collaboration avec notre partenaire historique GMF, dont je salue son représentant, Monsieur André-Louis Lecaille, directeur des partenariats, ici à mes côtés. Merci encore pour votre implication autour de cet événement, devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour notre réseau. Ce prix qui vient compléter les tables rondes illustre à quel point notre réseau est riche d'initiatives ambitieuses et d'actions innovantes. Depuis sa création, ce ne sont pas moins de 157 dossiers qui ont été reçus, traités et récompensés pour 24 d'entre eux. Alors cette dynamique insufflée par ces projets est un moteur essentiel pour notre développement. La thématique du prix de cette année, dans la lignée de celle du Congrès, s'intitule « Innover pour garantir le bien vieillir des personnes en situation de handicap ». 25 dossiers ont ainsi été reçus, portant sur un large éventail de champs de la prévention liés aux premiers signes du vieillissement, à la préparation, au passage à la retraite. Je souhaite remercier l'ensemble des associations qui se sont portées candidates pour la qualité
et la diversité de leurs dossiers et d'adresser mes chaleureuses félicitations aux lauréats. Nous pouvons être fiers collectivement des actions menées. Et je souhaite également remercier l'ensemble des membres du jury pour leur implication dans la sélection des 3 lauréats. Certains sont présents ici aujourd'hui, je leur transmets toutes mes amitiés. Et je vais laisser la parole dans un premier temps à Monsieur Lecaille, puis à Florence Perret, à qui je passe le relais pour expliciter le sens de cette 8e édition. Et puis, je terminerai en vous disant d'ores et déjà, rendez-vous en 2026 à Bordeaux pour la 9e édition du prix Une API GMF. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie, Président, pour votre accueil et vos mots toujours sympathiques. Alors nous, GMF, nous sommes également fiers et heureux d'être votre partenaire depuis plus de 30 ans et effectivement de faire vivre ce prix ensemble depuis maintenant 8 ans. Donc il y a plusieurs raisons à cela en fait. La première, c'est qu'en fait cela correspond à notre ADN mutualiste, d'être aux côtés de ceux qui s'engagent pour les autres, pour le vivre ensemble et de soutenir toutes les initiatives qui construisent un monde meilleur. GMF a en effet on a d'ailleurs fait un de ces 2 axes majeurs de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise en fait. Grâce à l'engagement de l'UNAPI et à vos actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap au quotidien et pour accompagner la société pour réussir la transition inclusive, les choses avancent, les projets comme les mentalités. Je sais et nous savons tous que ce processus est long et difficile, mais vous illustrez qu'il est possible de faire autrement, qu'une société inclusive et solidaire est une condition indispensable pour rendre la société meilleure. Meilleure et plus humaine, comme le slogan de GMF, GMF assurément humain. C'est ici que GMF joue également donc, son rôle lorsqu'elle valorise vos projets, donc pas simplement avec une dotation financière, même si cela compte évidemment, mais aussi en les mettant en valeur au travers d'actions de communication. Ce prix est aussi à l'image de la volonté des collaborateurs de GMF eux-mêmes qui poussent à ce que l'entreprise s'engage pour que ses actions soient conformes aux valeurs qu'elle défend, le assurément humain dont je parlais tout à l'heure. Nos collaborateurs aussi ont à cœur de s'engager auprès de nos partenaires à l'occasion d'actions solidaires, des journées solidaires, comme dans les hôpitaux par exemple. Et ça passe aussi par des projets que nous développons avec l'Éducation nationale et un autre prix que nous soutenons, le prix Chercheurs en Actes, qui soutient notamment des initiatives pédagogiques en matière d'inclusion. Bon, car tout cela fait est en définitive un sujet de société, celui d'une collectivité qui prend soin de tous, qui s'équilibre autour de cette capacité à être attentive à ses différences. L'engagement pour le vivre ensemble de l'UNAPI et de vous tous a du sens, et nous sommes fiers au nom de GMF d'être à vos côtés. Et je vous passe maintenant la parole, Madame Perret, en tant que présidente de la DPI 27 et membre du jury. Merci beaucoup. Bon, bonjour mesdames et messieurs, donc à plus près, je ne suis pas encore habituée. Ce fut un grand honneur donc pour moi d'avoir été sollicitée pour être membre du jury du prix UNAPI GMF 2025. Et je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Lecaille, ici présent, ainsi que ses collaborateurs pour leur accueil et leur disponibilité lors des échanges avec les membres du jury. Donc cette 8e édition est placée sous le signe de l'inclusion effective avec la participation de 2 personnes en situation de handicap, représentantes de l'association Nous aussi, et donc membres du jury de sélection. Afin de faciliter donc une meilleure compréhension des projets envoyés par les associations membres du réseau UNAPI, le dossier de candidature a été donc pour la première fois transcrit en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, par l'API de Périgueux. Je ne sais pas s'ils sont ici, en tout cas merci beaucoup à eux. Et au nom des membres du jury, je tenais également à remercier toutes les associations qui nous ont transmis leurs projets en FALC ou en français simplifié.
Donc, dans une volonté donc, de croiser les regards et de faire dialoguer les expériences diverses, le jury de sélection incarne par sa composition la quadruple expertise qui est très chère au réseau UNAPI. Donc, pour cette édition 2025, les membres du jury, je vais vous les citer, donc étaient M. Sylvain Gobillot, je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle. Monsieur Sylvain On les Gobillot, voit à l'écran, de toute manière. Très bien. Et M. Florian Gallian, qui sont administrateurs de nous aussi dans le Vaucluse. Madame Bernadette Belloche, qui est la directrice générale de l'API des Pays d'Auge et de Falaise, donc dans le Calvados. Elle était là ce matin. Je ne sais pas si Madame Belloche est présente. Madame Karine Grandpierre, donc elle est chargée de mission développement et d'innovation à l'UNAPI. Donc je voudrais adresser un merci particulier à Karine pour tout son travail préparatoire et le suivi des dossiers et aussi des membres du jury. Merci beaucoup. Il y a encore deux autres personnes. Monsieur Pascal Dreyer, qui est coordinateur scientifique chez Leroy Merlin Sources, Madame Magali Charles et Monsieur Patrick Bain, qui sont responsables du marché hospitalier et médico-social chez GMF, et ma modeste personne, en tant que présidente de l'API et membre du conseil d'administration. Donc vraiment un grand merci à tous les membres du jury pour nos échanges nourris et conviviaux. Merci beaucoup. Merci à vous, Florence, André, je vous laisse vous asseoir. Luc, vous nous retrouvez, on vous retrouve tout à l'heure, et je vous laisse vous ferez la remise des prix et des chèques comme il se doit. On va commencer tout de suite en découvrant le premier prix dans la catégorie adaptation du logement. Alors, on va aller pour cela dans les Deux-Sèvres, car ce premier prix nous emmène plus spécifiquement dans la commune de Montcoutan, qui a inauguré en novembre dernier un foyer de vie spécialement conçu pour les personnes handicapées vieillissantes. Pour en parler, on va accueillir tout de suite Isabelle Châtaignier, Véronique Baudouin et Véronique Minot sous vos applaudissements nourris. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présente. Je vais vous présenter Isabelle Châtaignier, directrice du pôle Habitat et Vie sociale de l'ADAPI 79. Vous êtes accompagnée de Véronique Baudouin, qui est résidente de ce nouveau foyer, présidente du CVS aussi du foyer, et Véronique Minot, qui est éducatrice spécialisée, qui est avec nous aussi. Merci d'être là, Isabelle. Votre ADAPI, elle est remerciée aujourd'hui, elle est félicitée par ce prix, mais elle s'engage depuis longtemps déjà dans le champ de cette transition inclusive, puisque vous avez déjà monté 2 MAPA, des unités de vie spécialisées aussi. Le projet de ce projet de vie s'inscrit un peu dans la continuité de ces premiers dispositifs que vous avez mis en place et vient aussi rejoindre une opportunité qui s'est présentée au niveau du territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment est né ce projet ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'association avait déjà ouvert 2 MAFA depuis 1996. En fait, on a 82 places qui est déjà une liste d'attente importante, donc peu de mouvement. On avait déployé le dispositif Un avenir après le travail qui nous avait permis aussi de voir finalement le nombre de personnes qui allaient aussi avoir besoin éventuellement d'un hébergement. Et on avait aussi constaté que dans les foyers de vie, on avait des différences de rythme de vie et des personnes plus vieillissantes qui souhaitaient avoir un foyer un peu plus tranquille au niveau rythme. Enfin, un passage à la retraite, ça a été dit cet après-midi, mais je pense que ça correspondait aussi à cette attente. Donc, on est allé à la recherche d'un territoire et c'est vrai qu'on a un territoire
territoire avec lequel on a beaucoup d'attaches, c'est Montcoutan. On a des élus locaux qui sont très particulièrement investis dans la question du handicap, et aussi un ancien président d'association qui était originaire de cette commune, et donc voilà, sans doute ça a contribué à ce que les élus soient très sensibles à cette question du handicap. Et donc eux, ils ont commencé à travailler sur une plateforme au niveau de leur commune où en fait ils ont mutualisé sur une même zone géographique, une maison de santé, des foyers logements, et en fait et un EHPAD. Et ils ont développé dans l'EHPAD une unité pour personnes handicapées vieillissantes. Et en fait, leur objectif, c'était de poursuivre en fait, voilà, la gradation du dispositif. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous avons réfléchi ensemble sur le fait de construire une aile, vraiment une aile supplémentaire dans l'EHPAD, mais qui serait en fait un foyer de vie, personne vieillissante, avec une notification à MDPH foyer de vie. Donc à l'époque, alors il faut remonter quand même, le projet a été pensé en 2018. Donc à l'époque, on va dire qu'avec les financeurs, on a pu voilà, travailler sur ce projet, obtenir les fonds pour voilà, le lancer. Sachant qu'on est vraiment donc sur une structure assez inédite, puisqu'on est sur un foyer de vie adapté spécialement aux personnes âgées vieillissantes. Ce n'est pas une unité de vie spécialisée, on n'est pas dans de la médicalisation, on est vraiment dans un accueil de foyer de vie, mais voilà, avec des dispositifs et des approches spécialisées. On va voir quelques images où on voit à la fois l'organisation avec l'EHPAD, avec un centre de loisirs aussi associé, des photos de l'extérieur, puis à l'intérieur des activités. Il y a un café des familles, on voit il y a des activités de gymnastique qui ont lieu. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous l'avez conçu, vous êtes parti forcément d'une feuille blanche. Il n'y avait pas de modèle existant. Comment vous y êtes pris pour concevoir ce nouveau type d'hébergement ? Alors en fait, ce qui était important, c'est qu'on voulait rester en harmonie avec le bâtiment de l'EHPAD déjà existant, qui avait été reconstruit quelques années avant. Donc on a retravaillé en fait pour garder une aile, enfin donc on a construit une aile supplémentaire, mais en fait on est dans un seul et même bâtiment, c'est-à-dire que les personnes sont vraiment libres d'aller et venir dans toute la structure en fait. Donc on a travaillé en fait sur des réunions quand on a construit en fait le projet. On a associé forcément les professionnels de l'EHPAD, des professionnels de nos foyers de vie, des personnes accompagnées qui étaient susceptibles de venir habiter dans ce foyer de vie pour penser en fait l'architecture de cette aile. Et puis après, on a travaillé notamment avec les personnes accompagnées sur le choix du mobilier, le choix des peintures. Et voilà, ce qui était important, c'était qu'on associe aussi les professionnels de l'EHPAD, puisque en fait on est quand même dans la continuité de ce qu'il propose. Voilà, donc en tout cas architecturellement ça a été pensé comme ça. Et ensuite au niveau organisation, ce qui était important aussi, c'était de se dire aujourd'hui on a chacun des compétences, est-ce qu'on mutualise aussi des professionnels dans nos organisations de travail? Et donc aujourd'hui on mutualise les surveillants de nuit en fait. Donc ça c'est intéressant en fait, parce que ça oblige aussi nos professionnels à se rencontrer et donc à échanger et les professionnels de l'EHPAD à poser des questions, etc. Et on a aussi mutualisé l'agent de maintenance, voilà. Et beaucoup d'activités sont aujourd'hui, on n'est ouvert que depuis novembre, donc en fait la question c'est vraiment de déployer des activités communes. Donc les repas sont pris notamment certains jours de la semaine dans l'EHPAD et on est livré par de la cuisine de l'EHPAD. Les vestiaires sont communs au personnel. Enfin, c'est vraiment, toute la journée on en a parlé, mais c'est vraiment ça, c'est de travailler ensemble sur cette culturation des deux champs en fait. Et auquel s'ajoute, et ça c'est vraiment aussi, je pense, quelque chose de très, très chouette dans ce projet, c'est qu'il y a le centre de loisirs est aussi dans l'EHPAD. Donc en fait, les mercredis
et les vacances scolaires, ben, c'est un EHPAD très, très vivant. Très vivant, avec des enfants. Voilà, donc en fait, il y avait aussi cet intérêt-là, voilà, de ce côté très intergénérationnel qui était déjà développé avec l'EHPAD et sur lequel on a pu aussi profiter de ce partenariat. Alors, on va aller un peu dans ce foyer de vie avec l'une de ses résidences, vous, Véronique. Alors, vous avez soufflé vos 61 bougies, si je peux le dire, il y a quelques jours à peine. C'était quand ? Bonjour, monsieur, dame. Bienvenue parmi nous. Je viens de Montcoutan dans les Deux-Sèvres. Et on m'a proposé de venir aujourd'hui parmi vous. Je m'appelle Véronique Baudouin, j'ai 61 ans. Depuis quand ? Depuis mercredi. On peut lui souhaiter un bon anniversaire à Véronique. On fera le gâteau après, Véronique. Hein. D'accord. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup pour les plats. Excusez-moi, je ne sais pas dire le mot. Je m'endors à ma dictatrice de côté. Comment on dit? Pour la chanson, les gens qui a des applaudissements. Voilà. Est-ce que vous êtes donc depuis, vous avez passé 24 ans dans un foyer avant, et puis vous êtes arrivé dans ce foyer-là de Montcoutan en novembre dernier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce nouveau foyer de vie? C'est-à-dire que c'est pas la même organisation. C'est plus, pour moi, le foyer que j'étais avant ne me convenait pas du tout. Parce que les résidents là-bas, ils font pas grand-chose. Ah. Il y en a qui sont hostiles, il y en a qui sont un peu malades, et ça me fait mal au cœur. Donc voilà, j'ai fait une demande auprès de l'association de Montcoutan. S'ils peuvent me recevoir, d'abord j'ai visité. J'ai eu Madame Cathy, donc la responsable. Et puis depuis que je suis arrivée à Montcoutan, je me sens très bien installée. J'ai une belle chambre, une belle salle de bain dans la chambre. J'ai ma télé, j'ai tout ce qu'il me faut. Les éducatrices, ils sont sympas, agréables, très gentils, bon cœur. Et il y a des activités aussi? Ah oui, il y a beaucoup d'activités. Ce que vous préférez, c'est quoi? Moi, c'est la cuisine. Il faut un gâteau. Il va falloir un gâteau. Le samedi soir, on fait la cuisine avec 2 cadrans et 3 ou 4 résidents qui participent. Et ça, j'apprécie, c'est très bien pour moi et ça m'occupe. Je fais de la gym. Le lundi? Le lundi après-midi. Le lundi matin, excusez-moi. Le lundi matin. Le lundi après-midi, je fais de l'auto avec la maison de retraite. Donc c'est comme ça touche avec le foyer. J'ai des amis agréables. Donc c'est une belle vie. C'est plutôt une belle vie aujourd'hui pour vous? C'est une belle vie, oui. Ouais.
Merci beaucoup, Véronique. On peut applaudir très fort. C'est un beau témoignage. Vous voulez dire quelque chose encore, Véronique? Et si vous avez des questions à me proposer, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Je vous remercie beaucoup. Là, elle prend plaisir à la scène. Hein. Merci, on va vous donner et le chèque et le trophée, et c'est Florence et André Louis qui s'en occupent. Si vous voulez bien venir devant la scène, parce que maintenant c'est la remise du prix, elle est officielle, et la photo qui va avec. Voilà, je vous laisse remettre le prix. Et alors, je ne sais pas qui prend le chèque et qui prend le prix. Elle veut le chèque, Véronique. Elle veut les gâteaux, elle veut le chèque. Je suis d'accord. Hein. Merci beaucoup, merci à vous trois. Je vous laisse regagner le public et on vous retrouvera tout à l'heure pour la photo finale de ce premier prix assez, vous le voyez déjà, qui invente de nouveaux types de logements et encore, on voit que le réseau innove beaucoup en la matière. Deuxième prix, c'est dans la catégorie passage à la retraite et on a dit que c'est très important ce passage à la retraite, moment clé, moment de transition, moment à anticiper et à accompagner. Et pour cela, on va aller en Loire-Atlantique pour récompenser une plateforme qui justement travaille à accompagner vraiment un accompagnement sur mesure des personnes avec 4 associations partenaires. Pour parler de cette plateforme Kerage, Cécile Favreau et Sophie Biette sont avec nous sous vos applaudissements. Ah bah, déjà. Alors, Cécile Favreau, responsable du service ADAPELA de Loire-Atlantique, de l'équipe mobile de médicalisation, de la plateforme Kerage, d'un habitat inclusif pour les personnes âgées vieillissantes. Et, j'ai pas bien prononcé? Oui, oui, parce que c'était avant, donc voilà, je recommencerai pas. Parce que donc Sophie Biette est présidente de l'ADAPELA. Ça, j'ai bien fait là, voilà. J'apprends vite et administratrice de l'UNAPI. Merci d'être là toutes les deux pour cette initiative assez exemplaire d'accompagnement. Et c'est pas pour rien que ça a lieu en Loire-Atlantique, qui est un des départements pionniers de ces structures de plateformes transversales qui essaient d'accompagner le passage à la retraite. Il y a eu plusieurs plateformes qui ont été créées il y a 10 ans de cela. Il y a aussi une unité mobile gériatrique spécialisée en 2016 qui s'est mise en place. Donc c'est vraiment un département pionnier avec aujourd'hui 4 plateformes qui accompagne le passage à la retraite, dont Kerage. Kerage, c'est l'une de ces 4 plateformes. Elle regroupe 4 associations, l'ADAPELA, l'API Ouest, l'APF et l'association l'Arche, le Sénévé. Vous couvrez Nantes et les alentours, on le voit à l'écran, ainsi que Saint-Nazaire et 9 ESAT qui sont rattachés. Et l'enjeu, je le dis, c'est d'accompagner justement les enjeux, les problématiques associées à ce passage à la retraite et au vieillissement qui va avec. C'est une ambition forte qui a été lancée donc dès 2015, c'est ça le lancement officiel 2016 2015. 2015. Mais en fait, le vrai démarrage s'est fait en 2020. Pourquoi c'est 2020 où tout a vraiment commencé ? En fait, en 2015, les plateformes ont été créées, mais sans financement. Donc, c'était un petit peu, c'était compliqué de mettre en œuvre réellement des actions concrètes. Et donc, en 2020, le Conseil départemental a octroyé à chacune des plateformes un financement pour créer un poste de coordinateur de plateforme. Donc, le recrutement s'est fait courant 2020. Et parallèlement, en Loire-Atlantique, se mettait en œuvre la démarche Un avenir après le travail. Et donc, les coordinateurs ont pu bénéficier de la formation d'animateurs retraite par Un avenir après le travail. Ce qui permet aujourd'hui de soutenir les ESAT, notamment les animateurs retraite dans les ESAT, pour la mise en place d'ateliers avec les travailleurs pour penser l'après-travail. Parce que l'enjeu, c'est vraiment ce coordinateur, cette coordinatrice en l'occurrence, qui travaille véritablement, qui est la cheville ouvrière, qui crée des animations collectives, des animations particulières. On va voir un petit peu. Quel est son rôle, quelles sont ses fonctions et ses champs d'action un petit peu ?
Alors, elle a un champ d'action assez diversifié, et puis en fonction des 4 associations, il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Elle a d'abord un rôle de ressource, et de permettre en fait aux professionnels de savoir vers qui s'adresser, puisqu'il y a quand même une multitude de dispositifs aujourd'hui, surtout dans cette période d'entre-deux où les personnes peuvent à la fois relever du champ du handicap, mais aussi du secteur de la gérontologie. Puis pour après, c'est de savoir à qui on doit s'adresser après 60 ans. Donc elle vient un petit peu donner voilà, les bonnes ressources, savoir à qui s'adresser. Elle a un rôle de soutien dans des actions très concrètes. Elle peut mettre en place des temps de concertation où elle va réunir par exemple la famille, l'ESAT, le FH ou le SAVS autour de la personne pour parler justement de la cessation d'activité et que la personne puisse s'exprimer devant toutes les personnes qui vont pouvoir l'accompagner et que voilà, sa parole soit aussi entendue de tous au même endroit. Elle travaille aussi, elle fait le lien avec les acteurs du droit commun aussi, ce qui est très important. En fait, elle crée, une de ses missions aussi principales, c'est effectivement de créer du réseau et d'aller en fait chercher du partenariat dans le droit commun et notamment dans le secteur de la gériatrie, par exemple avec les CLIC, mais aussi avec les EDS. Voilà, c'est aussi de donner la possibilité au travers des AD d'aller seuls après dans un espace des solidarités s'ils ont besoin de voir une assistante sociale, par exemple, ou d'aller dans un CLIC quand ils auront quitté les AT. Il y a quand même un grand nombre de travailleurs des AT qui vivent seuls voilà, en domicile ordinaire. Il n'y a pas toujours de SAVS. Ça veut dire que le jour où ils quittent l'activité professionnelle, ils sortent un peu des radars en fait, du médico-social et possiblement, s'ils ont un besoin, ils ne sauront pas forcément à qui s'adresser si on ne les a pas préparés, on n'a pas donné l'information avant la cessation d'activité. Justement, comment la plateforme travaille, puisque 2 des 4 associations n'ont pas des AT associés. Ouais. Comment ça va fonctionner avec ces structures-là ? Alors, ces structures, elles sont aussi confrontées au vieillissement des personnes qu'elles accompagnent. Ce sont 2 foyers de vie, il y a un SAVS également. Et bien, en fait, elle peut être ressource pour ces établissements quand la question du parcours doit être travaillée. Elle a pu mettre en place des ateliers, alors pas tout à fait comme en ESAT, parce qu'on n'est pas sur la cessation d'activité, mais sur c'est quoi vieillir, enfin voilà, faire cheminer en fait les personnes sur leur parcours, sur leur ressenti aussi à cette période de vie et pouvoir exprimer leurs besoins. L'enjeu, il est véritablement d'accompagner cette transition, d'accompagner le vieillissement. Et quand je vous présentais tout à l'heure, on comprend bien que cette problématique du vieillissement, elle vous touche, puisque vous travaillez aussi sur les habitats inclusifs. C'est quelque chose que vous accompagnez beaucoup. Comment est-ce que vous ressentez, à travers les témoignages que vous avez dans ce cadre-là et dans les autres cadres que vous accompagnez, la problématique, les angoisses de vieillissement qui se posent à la fois pour les professionnels et à la fois pour les personnes concernées ? Alors pour les professionnels, c'est souvent la peur de ne pas savoir comment faire en fait. Et puis quand on a plutôt une profession éducative, on a été formé à accompagner l'acquisition de capacités, l'autonomie et accompagner le vieillissement. Parfois c'est accompagner des pertes. Et ça c'est pas forcément évident. Donc c'est un deuil aussi parfois à faire de ce qu'était la personne et de tout le travail parfois qu'on a mis, on a mis 15 ans à aboutir à une certaine autonomie. Et puis là on va devoir parfois accompagner le déclin. On en a parlé ce matin, mais certaines personnes présentent la maladie d'Alzheimer. Et du coup là c'est encore autre chose et pour les équipes c'est très déconcertant. Donc il y a cette crainte-là. Là, c'est plutôt l'équipe mobile de médicalisation qui accompagne cette montée en compétences et ce soutien-là, mais on voit que finalement, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus à l'aise avec cette question-là, malgré tout. Et puis pour les personnes handicapées, finalement, assez bizarrement, j'ai l'impression qu'ils ne perçoivent pas trop ce vieillissement, mais sans doute comme nous, en fait. On se rend compte de temps en temps qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire comme avant, mais eux, ils ne le nomment pas forcément comme ça. Finalement, ils disent souvent que non, ils sont encore jeunes. Mais pour autant, ils peuvent exprimer le fait d'avoir besoin de plus de tranquillité, plus de calme, et que parfois... la question de l'écart générationnel se pose en EHPAD quand on rentre à 65 ans et que le reste des habitants en ont 85 ou 90. Mais cet écart générationnel, on peut aussi le retrouver en foyer de vie. Et parfois, il pose difficulté avec des rythmes
très différents en fait. On voit quand même que les besoins évoluent. Mais il faut tenir compte aussi de la diversité des personnes et que toutes ne vieillissent pas prématurément non plus. Sophie, un mot tout de même sur la manière dont vous percevez et l'enjeu et l'urgence de ce type de plateforme, de ce type de solution. Le congrès était uniquement axé sur le vieillissement. Moi, je dois avoir 25 ou 30 ans d'engagement associatif et que la première fois que je suis arrivée dans à l'époque ADAPI 44, c'était déjà sur la table. Le vieillissement était une urgence. Donc là, je ne comprends pas qu'on n'ait pas tous coulé déjà, puisque c'est toujours encore aujourd'hui une urgence. Et cette urgence, elle est d'autant plus importante dans une offre qui n'augmente pas. Et donc aujourd'hui, très clairement, c'est une urgence d'autant plus importante qu'il y a des adultes. On a parlé ce matin, Luc a parlé d'adultes qui étaient accompagnés dans le secteur enfance. Et si je prends juste notre association, dans 5 ans, il n'y a plus de secteur enfance. Si au niveau des adultes, il y a une espèce de roue de la vie qui doit avancer. Donc je vais en profiter de remercier les professionnels vraiment d'avancer sur cette question du vieillissement, parce qu'il faut aussi accompagner les professionnels à accompagner ce vieillissement. C'est pas que les personnes. Voilà. Donc c'est ça. Donc l'urgence, moi je comprends même pas qu'on soit encore là, vivant. Mais on est là. Mais on est là et on se mobilise et on se bat. Et juste une dernière question à vous, Cécile, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, du coup, vous avez un certain recul sur la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle peut fonctionner, les horizons qu'elle ouvre. Quels sont, et elle commence à se déployer dans beaucoup de territoires. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme clé de réussite un peu pour ceux qui aujourd'hui l'abordent, la déploient, l'apprennent d'une certaine manière? Bien, il faut bien connaître le réseau et les ressources, ça c'est vraiment important. Donc ça veut dire que il faut aller à la rencontre des différents acteurs, y compris ceux auxquels on ne faisait pas appel jusque-là. C'est de la modularité, de l'agilité, puisqu'en fait il faut s'adapter à chacune des situations. Là on voit, il y a 4 associations qui forment le consortium et chacune des associations a des besoins différents parce que l'organisation est différente. Donc voilà, il faut être créatif aussi. Et puis vraiment travailler en lien et ces plateformes-là, c'était assez nouveau en fait de créer en fait des plateformes qui allaient être gérées par différentes associations, pas forcément du même mouvement au départ, et c'est assez riche en fait parce qu'en fait on s'enrichit des expériences et du travail des uns et des autres. Ouais, et puis il y a même des coordinations entre les 4 plateformes de Loire-Atlantique, voilà. Donc ça se coordonne à tous les niveaux. Hein. Par exemple, le 14 mars dernier, elles ont organisé un colloque sur une journée sur handicap et vieillissement, par exemple. On va remettre le prix, on va remettre le trophée sous les applaudissements de la salle. Et à Sophie et à Cécile, je vous laisse venir sur le devant de la scène pour le récupérer. Et c'est Florence et André-Louis qui vous les remettent. Merci à vous deux, merci à vous. On peut les applaudir encore très fort. Dernier prix, dernière catégorie, c'est la prévention et la santé qui vont être à l'honneur, et un prix qui va nous conduire dans les Hauts-de-France et qui va nous rappeler une expérience qu'on a évoquée très rapidement ce matin, puisque c'est une initiative première, la première équipe mobile, mobile sur la prévention d'Alzheimer, et de déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer, qui se déploie avec les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing. Pour en parler, j'accueille Éric Forestier et André Pierron sous vos applaudissements nourris. Et beaucoup de papillons.
Alors avec nous, avec Forestier, directeur de l'ingénierie sociale au sein des Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing, et André Piron, membre du conseil d'administration de ces mêmes Papillons Blancs, et maire de Laurent, qui est décédé il y a 3 ans de la maladie d'Alzheimer. On va parler un petit peu justement de cette initiative vraiment pionnière. On en a dit quelques mots ce matin, et Muriel Delporte rappelait l'enjeu de la prévalence de cette maladie d'Alzheimer dans le champ du handicap et à quel point c'était un sujet qu'il fallait conscientiser, qu'il fallait anticiper aujourd'hui aussi dans le champ du handicap, d'autant qu'il y a certaines populations, notamment au niveau de la trisomie 21, qui sont particulièrement exposées aujourd'hui à cette maladie-là. Et cette équipe mobile, elle est née justement, on va en dire quelques mots tout à l'heure, de la rencontre de Muriel avec vous deux. Et aujourd'hui, elle se déploie dans un cadre qui est vraiment pionnier. Mais avant d'en parler, parce que si cette équipe mobile, elle est née justement dans la communauté mixte de recherche portée par Muriel et où vous étiez tous les deux présents, elle est née surtout, le début de l'histoire, c'est l'histoire de Laurent. Laurent qui est le fils d'André. Laurent qui est décédé donc il y a 3 ans de cette maladie. Et plutôt que de vous interroger, je pense qu'on va vous laisser la parole pour que vous nous racontiez justement la vie de Laurent et on en parle après. Je me permets de lire, parce que je crois que ça sera plus facile pour moi. Bien sûr. Donc Laurent, trisomique 21, a habité en résidence-service depuis 1999. Il avait 26 ans et il y est resté jusqu'en 2019. Il était d'une bonne autonomie, prendre les transports en commun, faisait ses courses, préparer son petit déjeuner. Il savait lire, écrire, enfin lire les gros titres, hein, pas un grand roman. Mais il avait ses limites. Et un soir de juin 2018, un monsieur qui promenait son chien vers 23h30 a croisé Laurent près de la station-service de métro, toute proche de l'ESAT. Étonné, ce monsieur lui a demandé ce qu'il faisait et Laurent lui a répondu qu'il ne comprenait pas, il allait travailler, puis l'ESAT était fermé. Ce monsieur lui a demandé où il habitait, Laurent il l'a raccompagné à la résidence, où il n'y a pas de veilleur de nuit. Et lors de cet accompagnement, Laurent avait un comportement tout à fait normal, sa conversation était sensée et logique. Et nous avons donc mis ça sur le compte d'un incident, d'autant que dans les semaines et les mois qui ont suivi, ça ne s'est plus reproduit. Et puis dans le courant de l'année 2019, au fil des mois, l'ESAT n'arrivait plus à réaliser correctement son travail, il ne trouvait plus sa place, il se perdait dans les couloirs. À la maison comme à la résidence et à l'ESAT, il n'arrivait plus toujours à se situer dans l'espace ni dans le temps. Il a présenté des difficultés pour écrire et parfois pour parler. Cela m'a bien sûr alerté et j'ai très vite pensé à des troubles cognitifs, d'autant que j'avais rencontré quelques mois auparavant Madame Muriel Delporte qu'on a rencontrée ce matin. En septembre 2019, une amie m'a parlé de la Maison des Aidants à Roubaix. J'y suis donc allé, j'ai assisté à des conférences, même si celles-ci n'étaient pas vraiment appropriées à la situation de Laurent. Parce que j'avais le sentiment d'être un peu le canard boiteux, là, parce que les personnes qui assistaient à ces conférences étaient des maris ou des enfants de parents, mais pas de jeunes comme moi. À une de ces conférences est intervenu un gériatre, et en fin de conférence, je lui ai demandé si il voulait bien recevoir Laurent. Mais je lui ai précisé que Laurent avait 46 ans. Et il m'a dit, mais madame, vous n'y pensez pas, je ne reçois que des personnes âgées. Je lui ai demandé s'il soignait une maladie ou un âge. Il n'était pas content, mais bon. En décembre 2019, heureusement qu'il y avait un veilleur. Donc, en 2019, donc on était en décembre, heureusement que cette fois-là, il y avait un veilleur de nuit à la résidence. C'était un dimanche, il y en avait un tous les 15 jours. Et bien, Laurent est parti travailler à 3h du matin. Donc il se l'est chopé en attendant l'ascenseur qui fonctionnait. Donc à partir de là, j'ai estimé que Laurent ne pouvait plus rester en résidence-service et il a pu obtenir une place en foyer d'hébergement. Comme j'étais en contact avec Madame Delporte toujours, elle m'a conseillé d'aller voir le docteur Dambre, qui est une gériatre spécialisée dans le vieillissement et le handicap, qui était à l'hôpital de Saint-Amand. J'étais à 50 km de là, mais j'y suis allé. On y est allé en décembre. Là, une IRM du cerveau a été prescrite et le diagnostic est tombé.
Hippocampe droit, début d'Alzheimer. Hippocampe gauche, déclin cognitif modéré. Laurent avait 47 ans. Et il faut savoir que lorsque c'est une maladie d'Alzheimer précoce, c'est très très rapide. Donc elle m'a conseillé que Laurent continue de l'ESAT, au moins c'était une bonne stimulation et autres. En février 2020, il a fait des tests de mémoire, toujours à l'hôpital de Saint-Amand, et bien sûr les troubles cognitifs ont été confirmés. Elle m'a conseillé de faire de l'orthophonie. Je lui ai expliqué que j'avais téléphoné à au moins 10 orthophonistes de Tourcoing, et une d'elles m'a dit, écoutez, c'est même pas la peine de téléphoner, vous ne trouverez personne, on est toutes surbookées. Donc là, on n'a pas d'aide. Et elle m'en a quand même trouvé une, elle m'a dit, je m'en charge, elle m'en a trouvé une, et jusque mars 2022, Laurent a eu des cours d'orthophonie 2 fois par semaine. Sinon, on n'aurait pas eu. En 2021, la maladie a commencé à prendre le dessus au fil des mois. Laurent a perdu énormément de ses acquis, difficultés de langage, mélanger les lettres lorsqu'il écrivait, il adorait écrire. De plus en plus de difficultés à s'orienter dans l'espace, parfois pour utiliser ses couverts et pour la toilette. Les horaires de l'ESAT ont donc été aménagés. En octobre, j'ai mis en place une auxiliaire de vie qui venait 2 matins par semaine au foyer pour s'occuper de Laurent, le promener, la lecture, les promenades. Et ça, c'était à mes frais. En février 2022, je suis allé voir une neurologue pour Laurent qui m'a dit que « Madame, la place de Laurent est obligatoirement en masse ». Donc j'ai fait en février une demande auprès de la MDPH pour avoir une PCH et une entrée en masse. J'ai eu une réponse très rapide, qui était non, mais pour la masse c'était OK, mais pas de place. Donc ça ne solutionnait rien. Et la PCH c'était OK, mais uniquement pour le week-end lorsque Laurent revenait chez moi, et pas du tout lorsqu'il était en foyer d'hébergement, parce que là, on m'a dit, il y a des éducateurs. Le 1er avril, j'ai repris Laurent à la maison parce que ça devenait vraiment très compliqué au foyer d'hébergement. Il avait encore des bons moments, mais très vite, il n'a plus su manger seul, ni se déplacer seul. J'ai donc mis en place une auxiliaire de vie qui passait le matin et le soir pour m'aider à la toilette, au lever et au coucher. Il a fallu mettre un lit médicalisé, un fauteuil roulant. Et Laurent n'était pas incontinent, mais comme il ne savait plus se lever et que moi je ne savais pas l'amener aux toilettes, il a fallu mettre des couches. Et ça, c'était vraiment un gros problème parce qu'il se retenait et c'était un peu compliqué. Il était toujours aussi bavard, mais là on ne comprenait plus ce qu'il disait. Mais il me racontait des histoires que je ne comprends pas. En fait, il n'y avait que lorsqu'il regardait des matchs de rugby, il était tombé dans la marmite lorsqu'il était petit, et en écoutant des chants basques qu'il redevenait mon Laurent d'avant. Et puis tout s'est emballé. Le 12 avril 2022, le médecin a décidé de l'hospitaliser. C'était un peu compliqué parce qu'au départ, il était en service, dans un service normal. Et le personnel soignant ne comprenait pas, pensait que Laurent ne savait pas parler, ni plus manger seul, etc., parce qu'il était handicapé. Je leur ai dit que non, c'était la maladie d'Alzheimer, bon ça c'était pas compris. Donc il a pu après aller dans le service de la neurologue qu'il avait vu au mois de janvier. Et puis là, c'était très rapide. En quelques jours, la neurologue m'a dit son diagnostic vital est engagé. Et il est décédé le 27 avril. Si j'ai accepté de faire ce témoignage aujourd'hui, c'est pour que les choses bougent. Et elles ont commencé, Dieu merci, à bouger. Pour que ça ne soit plus un parcours de combattants pour trouver des solutions d'accompagnement. Pour que des éducateurs soient formés à accompagner le vieillissement. Pour que le personnel de santé en EHPAD et dans les hôpitaux soit formé au handicap. Et tant que cette maladie d'Alzheimer ne peut pas être guérie, il faut impérativement trouver des solutions pour les accompagner dignement. Il faut savoir que les personnes trisomiques porteurs de la trisomie, au chromosome 21, est attaché le gène Alzheimer. Et il faut savoir aussi que ce sont des chiffres de l'Institut Les Jeunes à Paris,
qui m'ont été confirmées encore ce matin par Muriel. 23% des personnes en dessous de 50 ans risquent d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et au-delà de 60 ans, 80%. Donc il faut que tout le monde en soit conscient et que ça bouge. Merci André. On a entendu votre témoignage et ce témoignage, il est important aussi parce que c'est lui qui a conduit à créer cette unité-là. Et Eric, vous avez accompagné André dans ce parcours du combattant où elle s'est sentie, comme elle le disait, canard boiteux à tout endroit où elle allait chercher de l'aide, du secours et du recours. Comment l'histoire de Laurent vous a appelé à vous mobiliser sur ce sujet-là ? Alors moi j'ai bien connu Laurent puisque j'étais directeur du foyer d'hébergement dans lequel il habitait, donc on a fait une petite partie de ce parcours ensemble avec Madame Pierron, et en fait l'équipe a été créée parce que tout ce qu'a vécu Madame Pierron, on veut plus que les personnes le vivent en fait. Qu'il faut trouver des réponses en termes d'information, d'accompagnement, d'aide au diagnostic, et qu'en fait on a un vide en fait qui existait par rapport à un accompagnement très spécifique nécessaire pour ce public, qui est un public finalement qu'on est amené à découvrir et qui est de plus en plus présent au sein de notre association, mais aussi au niveau national et au niveau mondial, et donc il fallait à tout prix créer une nouvelle réponse pour pouvoir éviter que ce parcours du combattant en soit un. Donc vous avez fait la proposition, l'ARS et le département vous ont suivi et très vite l'unité est partie. Comment elle fonctionne cette unité, sachant que c'est une unité où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin présent. Comment elle fonctionne ? En effet, c'est pas une équipe qui est médicalisée. Alors le projet a été réfléchi initialement par Muriel Delporte, donc effectivement elle nous a guidés. Les papillons blancs de Roubaix Tourcoing sont fortement investis dans DIMA, Madame Pierron notamment. Et donc le projet était déjà réfléchi aussi par Muriel en se disant voilà ce qui pourrait effectivement apporter de l'aide et du soutien. Et donc on s'est vraiment reconnu dans ce projet-là et dans les réponses qui pouvaient être apportées. Donc on a effectivement fait le choix de présenter le projet au département du Nord et puis à l'ARS, et qui nous ont suivis, comme vous le disiez, très, très rapidement, qui ont tout de suite compris le projet. Et on a fait le choix de créer une équipe. Alors on avait un budget qui était contraint, bien évidemment, et donc c'est une petite équipe, l'équipe mobile, et effectivement qui n'est pas médicale, puisque les professionnels qui la composent sont une AES qui est à temps plein et puis une ergothérapeute qui est à mi-temps. Alors elle est pilotée par un chef de service qui a un temps partiel sur cette équipe, Aurélien, qui est dans la salle. Et puis voilà, donc ces trois professionnels composent en fait l'équipe mobile. Après, elle s'est créée en parallèle de la création d'une consultation spécifique au CH de Roubaix au même moment, donc qui permettait l'adressage aussi auprès d'un médecin. Les rôles de l'équipe, c'est quoi ? On va au-devant du repérage des signes, parce qu'on voit que les signes ne sont pas toujours évidents à déceler, on oriente vers les endroits de diagnostic. C'est quoi les missions principales ? Les missions principales, c'est d'apporter d'abord de l'information, parce que tout le monde n'a pas forcément connaissance que ça peut arriver. Ensuite, c'est de soutenir dans l'accès au diagnostic, parce que c'est un élément prégnant dans l'accompagnement, de pouvoir effectivement identifier si la maladie est présente et quel type de maladie, parce que finalement, elle s'appelle déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer, mais on accompagne tout type de maladie neurodégénérative. Donc l'accompagnement vers le diagnostic, effectivement, est soutenu par une consultation qu'on a développée avec le centre hospitalier de Roubaix. Et puis ensuite, l'accompagnement pour le quotidien, s'il est nécessaire. L'orientation éventuelle vers, en tout cas l'accompagnement vers un nouvel habitat ou un nouveau lieu de vie s'il est nécessaire. La prévention et l'adaptation de l'environnement, que ce soit au niveau du travail pour les personnes qui sont travailleurs ou l'habitat. Une des choses qu'on entend aussi dans le témoignage d'André, c'est qu'au début, c'est pas facile de savoir si c'est de l'Alzheimer. Il y a des absences. Des absences, c'est des absences. Comment est-ce que le repérage se fait ? Comment est-ce que vous détectez, si je puis dire, un peu les choses ? Il est compliqué en effet, puisqu'on parle d'un public qui est déjà spécifique. Chez un public lambda, on fait un bilan de mémoire tout simplement, et puis on vérifie l'écart par rapport à la normalité pour vérifier qu'il y a une maladie neurodégénérative. Avec notre public, le point de départ, il n'est jamais le même, parce que la déficience intellectuelle s'exprime de manière très différente chez une personne et chez une autre. Et donc finalement, il faut poser un point de départ.
départ. Donc il y a des grilles d'évaluation qui ont été créées, notamment par le docteur Dambre dont parlait Madame Pierron et qui a été reprise par d'autres médecins. Et qui est aujourd'hui utilisé aussi par les équipes éducatives pour pouvoir se dire, bah voilà, cette personne, ses habitudes de vie, c'était ça, ça, ça. Par exemple, elle participait à beaucoup d'activités, elle avait une appétence pour telle activité, elle était en lien social, dans le lien social avec les autres, elle se perdait pas. Et puis en fait, on regarde comme ça régulièrement et on voit si ces points ils bougent. En fait, on se rend compte qu'elle va plus à certaines activités, qu'effectivement elle est plus présente à l'heure du repas. Et donc ces éléments-là, en fait, finalement, quand on les évalue régulièrement, on se rend compte qu'il y a un décalage qui se crée et que là, potentiellement, il y a une maladie qui peut être présente. Ouais, c'est intéressant que vous formez aussi des professionnels des AD, c'est-à-dire que vous intervenez et vous formez, vous acculturez. Merci en tous les cas beaucoup à vous deux. Je vais laisser les remettants vous remettre le prix. Je vous laisse aller au devant de la scène. Je vais prendre le micro et le prix va arriver pour vous deux. Voilà. Et on peut encore chaleureusement les applaudir. Un petit mot, vous vouliez faire deux petits remerciements en complément? Oui, ben remercier bien évidemment l'UNAPEI et puis GMF pour ce prix qui nous touche beaucoup. Remercier Madame Pierron bien évidemment pour son témoignage et puis sa présence dans l'association. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil parce que cette équipe elle n'aurait pas vu le jour sans mon collègue Patrick Guins qui est dans la salle. Voilà, qu'on peut applaudir chaleureusement. Patrick, il est dans le mouvement depuis 40 ans et en fait, il prend prochainement sa retraite et j'ai la chance de lui succéder sur son poste. Et donc voilà, on peut effectivement l'applaudir chaleureusement parce que cette équipe, elle existe aussi grâce à lui, plus tous les autres projets qu'il a pu mener. Donc merci Patrick. Et on en profite d'ailleurs pour faire venir tous les lauréats qui viennent et ils peuvent venir d'ailleurs avec leur délégation. La scène est grande, venez toutes et tous pour ce dernier moment, cette dernière séquence. Voilà, et pour faire une belle photo de groupe. Et ceux qui ne montent pas peuvent les applaudir. Les délégations peuvent venir, les lauréats aussi. Passez par là. Ceux qui veulent s'aventurer par là devant, vous pouvez aussi. Voilà. Alors les lauréats peut-être devant et les délégations derrière. En tous les cas, c'est le photographe qui décide, qui fait la scéno. Il le mérite. Il et elle le méritent. Et Florence et André-Louis aussi, venez sur la photo, et Luc aussi. Venez sur le côté. On monte pas sur les chaises tout de même. Il y a des bonnes mutuelles, mais... Une minute encore. Voilà. Le photographe prend de la hauteur. Merci à vous tous. Je
vous laisse regagner l'assistance. Vous pouvez descendre par là. Ceux qui veulent peuvent descendre par là aussi. Je garde juste Luc avec moi pour le mot de conclusion. Mais alors, après, il y a le cocktail, hein, donc si vous pouvez... Et ceux qui veulent peuvent aussi prendre l'escalier qui est devant. Ouais, de... Merci à vous. Oui. Voilà, Luc Gâteau, la scène est à vous pour le mot de conclusion de ce congrès. Alors, je crois que nous avons tous hâte d'aller nous rafraîchir. Juste quelques mots encore plus courts que tout à l'heure. Juste quelques mots pour clôturer cette journée du 65e congrès, riche, comme on vient de le voir, en émotions, riche en partage, en échange, comme nous avons bien sûr l'habitude. Je vous remercie une fois de plus d'être venus, vous tous. Bon, les rangs commencent à être clairsemés, puisque je pense que là aussi, beaucoup ont besoin de prendre un petit peu d'air. Alors ce genre de moment qui nous permet de sentir pleinement l'énergie, comme je le disais ce matin, l'énergie du réseau UNAPI, la richesse de notre triple expertise et surtout cette capacité collective que nous avons à penser ensemble les solutions, les besoins de demain. Les nombreuses initiatives que vous portez sur les sujets du vieillissement en sont la preuve et nous pouvons en être fiers. Alors, nous nous retrouverons avec certains d'entre vous ce soir à la soirée festive et demain à l'Assemblée générale. N'oubliez pas de charger vos téléphones, puisque les votes se font au travers de votre téléphone. Et aux autres, si certains nous quittent, je vous souhaite un bon retour et j'espère qu'on se reverra bientôt lors de nos différents déplacements. Merci encore à vous tous et rendez-vous à l'année prochaine à Bordeaux. Voilà.